Et si la plus grande richesse n'était pas celle que l'on possède, mais celle que l'on reconnaît trop tard? Dans cette histoire profondément humaine, inspirée des contes africains et de la sagesse ancestrale, un homme puissant, riche et respecté va faire une rencontre qu'il n'attendait pas. Il a tout construit, des entreprises, des fortunes, une réputation. Mais à force de réussir, il a perdu quelque chose d'essentiel. Un jour, loin du bruit des bureaux et des chiffres, son chemin croise celui d'une enfant mystérieuse. Une rencontre simple, silencieuse, presque ordinaire. Et pourtant, rien ne sera plus jamais pareil. Cette histoire n'est pas celle de l'argent. Ce n'est pas non plus celle de la pauvreté. C'est une histoire de compassion, de foi discrète, de choix invisibles qui changent un destin. Une histoire où Dieu ne parle pas par le tonnerre, mais par une présence inattendue. Entre traditions africaines, spiritualité et réalité moderne, ce récit nous rappelle que certaines personnes croisent notre route non pour rester, mais pour nous réveiller. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que cet homme va perdre, pourrait bien être ce qu'il devait abandonner depuis toujours. Avant de plonger dans le sujet, abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime » et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allons-y. Il était riche, jusqu'à cette rencontre. Conte africain inspirant. Dans les villes africaines, il existe des lieux que l'on ne remarque plus, des carrefours où les klaxons couvrent les prières murmurées, des trottoirs où les pas pressés écrasent les silences, des arbres anciens que personne ne regarde plus. Pourtant, les anciens disent que ces lieux voient tout. Ils se souviennent de ceux qui passent, de ceux qui tombent, et surtout de ceux qui changent. Ce jour-là, le soleil était haut, dur, presque immobile, pas de pluie, pas de vent, une chaleur franche, implacable, comme seule l'Afrique sait en offrir. La ville respirait lentement, écrasée par l'après-midi. Les moteurs ronflaient, les vendeuses criaient leurs marchandises, et la poussière s'accrochait aux sandales comme un souvenir qu'on n'arrive pas à effacer. L'homme descendit de sa voiture noire sans fermer la portière. Le chauffeur hésita. Mais il n'osa rien dire. Cela faisait longtemps qu'il n'osait plus. L'homme était riche, oui, très riche. Mais surtout, il était ailleurs. Son regard passait à travers les choses, comme s'il marchait déjà dans un autre monde. Il s'appelait Malik Diarra. Ce nom avait fait trembler des conseils d'administration, ouvert des portes à l'étranger, imposé le respect dans les capitales. Il avait bâti des empires avec des chiffres et des silences. Pourtant, ce jour-là, il ne savait plus exactement ce qu'il possédait encore. Il marcha sans direction précise, s'éloignant de l'avenue principale. Chaque pas semblait le libérer un peu du costume trop serré qu'il portait. Il ne fuyait pas la ville. Il fuyait ce qu'il était devenu, depuis des semaines. Ses nuits étaient courtes, les rêves avaient déserté, remplacés par une fatigue lourde, collante. Son entreprise vacillait, pas par manque d'argent, mais par excès d'orgueil. Les associés se déchiraient, les chiffres, autrefois dociles, résistaient. Et surtout, une chose qu'il ne savait pas nommer s'était installée en lui, un vide ancien, plus ancien que sa richesse. Il arriva devant un terrain vague dominé par un immense fromager, un arbre colossal, aux racines épaisses comme des serpents endormis. Les anciens disaient que les esprits s'y reposaient, les enfants n'y jouaient pas, les adultes n'y parlaient pas fort. Même la ville semblait ralentir autour de lui. Malik s'arrêta. Il ne sut pas pourquoi. Peut-être parce que l'ombre était large. Peut-être parce que le silence y avait une autre densité. Il desserra sa cravate et s'assit sur une racine. C'est alors qu'il la vit. Elle était là depuis un moment, assise à même le sol, dos contre le tronc. Une petite fille. Elle devait avoir 10 ans, peut-être moins. Elle ne pleurait pas, elle ne mendiait pas, elle regardait simplement le sol devant elle. Comme si elle attendait que quelque chose s'y écrive. Malik fronça les sourcils. Ce n'était pas l'image habituelle de la détresse. Pas de main tendue, pas de regard suppliant, juste une présence calme. Presque trop calme pour une enfant seule. Il aurait pu se lever. Il aurait pu appeler quelqu'un. Il aurait pu faire ce qu'il faisait d'habitude, ignorer sans cruauté, aider sans s'arrêter. Mais quelque chose le retint. Peut-être le silence, peut-être l'arbre. Peut-être cette sensation étrange que ce moment avait été préparé bien avant lui. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il finalement. Sa voix surprit même ses propres oreilles. Elle était plus douce que d'habitude, la fillette leva la tête, ses yeux étaient grands, sombres, mais étonnamment tranquilles. Elle ne sembla ni effrayée, ni surprise. « J'attends », répondit-elle simplement. Il resta silencieux. Cette réponse n'appelait pas de suite évidente. « Tu attends quoi ?» reprit-il. Elle réfléchit un instant puis haussa les épaules. « Je ne sais pas encore. Mais on m'a dit d'attendre ici. » Malik sourit malgré lui. Les enfants disaient parfois des choses étranges. Il chercha autour d'eux, comme pour trouver un adulte, une explication.
Qui t'a dit ça? Elle posa sa main sur le tronc du fromager, lui. Le sourire de Malik s'effaça doucement, il sentit une légère gêne. Comme lorsqu'on touche un souvenir qu'on croyait enterré. Tu crois que les arbres parlent? Pas avec la bouche, répondit-elle. Avec le temps. Il se tut. Il avait grandi dans un village où l'on racontait ce genre de choses autour du feu. Mais il avait appris à les oublier. Les chiffres ne parlent pas aux arbres. Les contrats ne respectent pas les esprits. Et tes parents? Demanda-t-il. Un silence passa, plus long, plus lourd. Ma mère est partie il y a longtemps. Mon père, il travaille loin. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas toute la vérité non plus. Malik le sentit sans savoir pourquoi. Tu n'as pas faim? Elle secoua la tête. Pas aujourd'hui. Il fouilla dans sa poche, sortit quelques billets, un geste ancien, presque automatique. Il les tendit, prends pour manger, au moins. Elle regarda l'argent puis leva les yeux vers lui. Tu crois que tout se mange? La question le désarma. Il retira lentement sa main. Comment t'appelles-tu? Demanda-t-il à Aïcha. Le prénom flotta entre eux. Simple et ancien moi. C'est Malik. Elle hocha la tête. Comme si elle le savait déjà, ils restèrent là un moment. Le bruit de la ville semblait lointain, presque irréel. Malik sentit une chose rare, le temps ralentissait. Et avec lui, une inquiétude sourde montait. Il ne savait pas pourquoi cet enfant comptait. Il savait seulement qu'elle comptait. Pourquoi tu es triste? Demanda-t-elle soudain. Il eut un rire bref, sans joie. Les hommes riches ne sont jamais tristes. Répondit-il machinalement. Elle pencha la tête. Alors pourquoi ton cœur fait du bruit quand tu te tais? Cette fois, il ne répondit pas, parce qu'elle avait raison. Parce qu'elle avait touché quelque chose qu'il protégeait depuis des années. Il se leva brusquement. Je dois partir, tu reviendras. Dit-elle. Ce n'était pas une question, je ne crois pas. Elle sourit. Un sourire calme. Presque ancien. Personne ne croit avant de revenir. Il marcha vers la rue sans se retourner. Pourtant à chaque pas, il sentait le poids du fromager derrière lui. Comme un regard, comme une promesse. Ce soir-là, Malik ne dormit pas, les chiffres se mélangeaient aux racines, les contrats aux voix anciennes. Et au centre de tout, le regard d'Aïcha, tranquille et profond, comme si elle avait vu quelque chose qu'il ne voyait pas encore, dans les contes africains. On dit que certaines rencontres ne sont pas des hasards, mais des convocations. Que lorsque Dieu veut parler à un homme qui ne l'écoute plus, il envoie parfois un enfant. Malik l'ignorait encore. Mais sous l'ombre du fromager, quelque chose avait déjà commencé. Malik revint, il n'aurait pas su dire pourquoi. Ce ne fut ni un choix réfléchi, ni une décision logique. Il revint parce que ses pas le ramenèrent là. Comme si la route elle-même avait gardé sa trace. Le lendemain, puis le surlendemain, il trouva toujours un prétexte, un rendez-vous annulé, une réunion déplacée, un besoin d'air. Mais la vérité était plus simple et plus troublante. Quelque chose l'appelait. Le fromager était là, immuable. Et Aïcha aussi. Elle semblait toujours à la même place. Comme si le temps avait décidé de la contourner. Parfois elle dessinait dans la poussière avec un bâton. Parfois elle chantonnait une mélodie sans parole. Un air ancien que Malik croyait reconnaître sans jamais l'avoir appris. Ils parlèrent peu au début, des choses simples, du soleil trop fort, des mangues trop mûres, des gens pressés. Mais dans ces silences partagés, Malik sentait une chose nouvelle. Il n'avait rien à prouver un après-midi. Il lui demanda, tu viens ici tous les jours? Presque. Et tu fais quoi? Quand tu n'es pas ici? Elle haussa les épaules. Je vis. Il sourit. Puis son sourire se figea. Tu vis où? Cette fois, elle hésita. Pas loin. Là où on me laisse dormir. Il comprit. Pas besoin de plus de mots. Une colère sourde monta en lui, mêlée à une honte qu'il ne connaissait pas. Lui qui possédait des immeubles entiers, des chambres vides, des villas silencieuses. Tu sais que je pourrais t'aider, dit-il. Tu aides déjà, répondit-elle. Comment ça? Hutassier. Il resta muet. Personne ne lui avait jamais dit cela. Les jours passèrent. Malik commença à arriver sans chauffeur, puis sans téléphone. Les appels manqués s'accumulaient, mais il ne les écoutait plus. Son entreprise sombrait lentement dans une crise qu'il avait lui-même nourrie. Décision brutale, licenciement aveugle, promesse trahie. Il avait voulu tout contrôler. Il avait tout perdu. Un matin, son associé principal le confronta. Tu es en train de détruire ce que tu as construit. Peut-être que ce que j'ai construit devait tomber, répondit Malik. L'autre le regarda comme on regarde un homme devenu dangereux. Ce même jour, Malik trouva Aïcha absente. Le sol sous le fromager était vide. Le silence, plus lourd que d'habitude. Une angoisse brutale lui serra la poitrine. Il attendit longtemps. Quand elle revint enfin, le soleil était déjà bas. Elle marchait lentement. Un peu trop lentement pour une enfant. Où étais-tu? demanda-t-il. Plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Elle le regarda. Surprise. J'ai aidé une femme à traverser la ville toute la journée. Oui. Il secoua la tête. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Tu as eu peur? La question le frappa. Oui, admit-il. Elle sourit doucement. C'est bien. Quoi donc? Avoir peur de perdre cette nuit-là? Malik comprit ce qui le tourmentait vraiment. Ce n'était pas son entreprise. Ce n'était pas son argent. C'était la peur d'être inutile, invisible,
d'avoir traversé la vie sans jamais être nécessaire à quelqu'un. Les anciens disent que la richesse devient un fardeau quand elle n'a plus de visage. Quelques jours plus tard, Malik fit quelque chose d'impensable. Il ouvrit l'une de ses maisons, une petite, oubliée, et y installa un centre d'accueil discret, pas de discours, pas de caméra. Il engagea des femmes du quartier, payées justement. Il apportait parfois de la nourriture, parfois seulement sa présence. Aïcha observait tout cela sans commentaire. « Tu changes », dit-elle un soir. « J'essaie, ce n'est pas pareil ». Il baissa les yeux. « Alors j'apprends. Mais le monde n'aime pas toujours ceux qui changent. » Un matin, Malik reçut un appel. Une enquête, des comptes gelés, des accusations anciennes, jamais vraiment éteintes. L'homme qu'il avait été revenait le réclamer. Il alla au fromager, le cœur lourd. « Je vais partir », dit-il à Aïcha, « ou je ne sais pas. Peut-être loin. Tu reviendras. » Cette fois je ne crois pas. Elle se leva. Pour la première fois elle posa sa main sur la sienne. « Tu n'as plus besoin de revenir ici. Pourquoi ? Parce que tu as compris. » Il sentit ses yeux brûler. « Compris quoi ? Que donner n'est pas perdre. » Il voulut la prendre dans ses bras. Elle se dégagea doucement. « Pas comme ça, je veux t'emmener avec moi, » dit-il soudain. « Te donner une maison, une école. » Tout. Elle secoua la tête. « Tu confonds encore quoi ? Sauver et posséder » Ces mots le transpercèrent. « Alors que vas-tu devenir ?» Le regarda le fromager. « Ce que j'ai toujours été. » « Qui es-tu, Aïcha ?» Elle sourit, mais cette fois son sourire était différent, plus grave, plus lointain. Une rencontre. Le lendemain, Malik revint. Le fromager était là. Mais Aïcha avait disparu. Personne ne l'avait vu partir. Personne ne l'avait vu grandir. Les femmes du quartier parlaient d'elle comme d'un souffle. Les enfants disaient qu'elle chantait encore. Parfois, quand le vent passait dans les feuilles, Malik ne la revit jamais. Mais sa vie ne fut plus jamais la même. Il perdit une partie de sa fortune. Il gagna une paix qu'il n'avait jamais connue. Il continua le centre, puis un autre, puis d'autres encore, sans bruit. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait simplement « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé que Dieu ne regarde pas nos comptes mais nos cœurs. » Sous le fromager, l'ombre demeure. Et les anciens disent encore que parfois, quand un homme s'assoit enfin pour écouter, Dieu lui envoie un enfant, puis le reprend quand le message est compris. Cette histoire nous rappelle que les rencontres les plus importantes ne font pas de bruit. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est capable de donner sans attendre en retour. Parfois, Dieu place sur notre route une personne qui ne reste pas longtemps, mais dont le passage change toute une vie. J'espère sincèrement que cette histoire vous a touché. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu de cette rencontre et la leçon qu'elle vous a laissée. Si cette histoire vous a parlé, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes.